Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Dafresh Morning. On est avec Mosley. Mosley, rebonjour. Rebonjour Dafresh, rebonjour tout le monde. Comme tu nous disais tout à l'heure, on reçoit l'honorable Goulongana Jean-Robert, qui est député pour le compte du RPM. Oui, nous recevons l'honorable Goulongana Jean-Robert, qui est député du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, ancien diplomate dont le dernier poste d'affectation était en République populaire de Chine. Donc, c'est avec lui que nous allons discuter ce matin des questions en rapport avec la sortie que les honorables parlementaires, honorables et je crois vénérables sénateurs parlementaires de l'opposition ont fait hier au niveau du parc, comme je le disais, de l'Assemblée nationale, donc du palais Léon-Mba, pour essayer d'attirer la sonnette d'alarme, sinon de communiquer auprès des populations leurs préoccupations ou leur regard sur l'état d'urgence sanitaire qui est prorogé jusqu'à aujourd'hui et qui pour eux serait sous une forme illégale. Donc c'est avec lui que nous allons discuter de cette on va dire actualité. Honorable, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui en tant que député du RPM, qui est un parti de l'opposition, c'est ça? Absolument. Vous nous disiez en off, comme on dit souvent, que vous avez fait beaucoup de diplomatie. C'est ce qui vous a poussé à rentrer dans la politique, ou bien c'est juste parce que vous avez eu des observations qui ne vous ont pas plu? Non. Avant d'être diplomate, j'étais déjà dans la politique. Peut-être que les jeunes générations ne s'en souviennent pas, mais j'ai été ministre des Eaux et Forêts, de l'Environnement et de la Pêche en 1990 dans le premier gouvernement Oyemba. D'accord. Donc j'étais déjà trempé dans la politique et j'ai été mis le pied à l'étrier par M. Georges Rahuri, dont j'ai été le directeur de cabinet pendant un certain temps. Et comment s'est fait le retour après tant d'années en diplomatie? Vous arrivez au Gabon, on imagine que vous étiez membre du Parti démocratique gabonais et vous avez choisi d'adhérer au RPM ex-RHM. Non, j'ai été, comme tout le monde à cette époque d'ailleurs, membre du Parti démocratique gabonais, à l'époque du Parti unique. Et en tant que diplomate, je ne participais pas à la politique active. Oui. Donc lorsque je suis rentré et que j'ai pris ma retraite, j'ai décidé à nouveau de me lancer dans la politique, mais en rompant évidemment avec le Parti démocratique gabonais, dont je ne partageais plus les orientations. Et c'est la raison pour laquelle je suis allé dans l'opposition, dans un parti dont je partage la ligne. Mais vous êtes conscient qu'aujourd'hui, on vous considère comme un ancien cadre du PDG. Non, mais tout ce qui était à cette époque, pour la plupart, était dans le parti unique. Vous rentrez dans l'administration, on ne vous demandait pas votre avis. Vous étiez encarté, membre du Parti démocratique gabonais. Donc, à cette époque, je crois qu'il était difficile de faire autrement. Aujourd'hui, les choses sont différentes et je crois que nous avons contribué dans un certain sens à l'ouverture politique au multipartisme, puisque nous avons pris part à la conférence nationale de 1990 où précisément la question du multipartisme s'est posée. Voilà, donc c'est tout à fait... Donc nous sommes un peu les fruits de votre politique. Absolument. Les gens qui se réclament aujourd'hui de la démocratie doivent savoir d'où vient cette démocratie et quelles sont les personnes qui ont mené la lutte pour que le système multipartiste soit rétabli au Gabon. Je crois qu'il sera nécessaire peut-être que les historiens s'emparent de ce sujet pour éclairer les jeunes générations qui pensent que c'est tombé spontanément du ciel et qu'il ne faut pas lutter pour obtenir des choses. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une continuation de la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des populations et le changement de paradigme. Donc c'est tout à fait cela. Et les gens ne doivent pas croire que les choses tombent du ciel, qu'on donne gratuitement des choses. On revendique justement parce que c'est dans la logique des luttes. Quand on mène les luttes, on finit par obtenir des avancées. Et c'est ce que nous faisons dans l'opposition. Vous partez du PDG aujourd'hui, vous êtes dans le RPM, vous êtes élu député. Nous sommes à quelques mois, on va dire, si on parle en termes de mois, nous sommes en quelques mois de la présidentielle. Quelle est la lecture que vous avez de la politique? Restons sur le plan politique de notre pays. Aujourd'hui. Bon, vous savez que la politique, elle se vit au quotidien.
dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Et je crois que ce n'est pas faire injure que de dire que la situation du pays s'est dégradée dans tous les domaines. Et donc, il faut qu'il y ait une alternative à la politique qui est appliquée actuellement pour qu'on espère avoir un changement. Parce que si vous regardez la situation de 2009 à aujourd'hui, je ne peux pas dire, et aucun observateur sérieux ne peut dire que les choses se sont améliorées. Elles se sont au contraire dégradées dans de nombreux domaines. Donc il faut une politique alternative, il faut qu'il y ait, qu'on essaye d'autres dirigeants avec d'autres idées pour pouvoir mettre en œuvre un autre projet. Et c'est le sens de notre combat. Depuis 2009, on a comme l'impression que l'opposition ne parvient pas à trouver la meilleure stratégie qui permettrait d'arriver au changement que vous poursuivez. La stratégie, nous l'avons trouvée. En 2016, tous ceux qui sont sérieux savent que Jean Ping a gagné l'élection. Monsieur Goulungana, honorable, en le disant comme cela, les populations ont toujours l'impression qu'on leur ramène cette histoire, alors qu'on voit la réalité est tout autre. Mais non, vous me posez une question. Il faut avoir une stratégie pour parvenir au pouvoir. C'est la question que vous me posez. Bien sûr. Mais cette stratégie, nous l'avons eue, puisqu'il y a eu un projet qui a été présenté par M. Jean Ping, qui a été le candidat unique de l'opposition, qui a gagné les élections. Si nous ne sommes pas au pouvoir, ce n'est pas parce que nous avions une mauvaise stratégie, c'est parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui se sont imposés par la force. C'est ça la réalité. Donc vous n'aviez pas assez de force. Écoutez, la force militaire, nous ne l'avons pas. Jusqu'à présent, ce n'est pas nous qui avons la force armée. Et vous savez que les résultats ont été imposés en partie par la force armée. Est-ce que c'est dans votre lignée idéologique que vous avez fait une sortie hier? C'est hier, Mosley? Oui, c'est hier qu'ils ont fait la sortie au niveau de l'Assemblée nationale. Non, nous avons fait une sortie pour expliquer à l'opinion ce que nous faisons et quelle est la situation concernant la crise sanitaire. Bon, les populations et beaucoup de gens ne savent pas ce que nous faisons à l'Assemblée parce que, évidemment, nous ne sommes pas dans un pays où les médias publics relaient l'activité du Parlement et l'activité des différents groupes politiques du Parlement. C'est ça la réalité. C'est la raison pour laquelle ce que nous faisons n'est pas toujours sûr. Mais je vous rappelle qu'en 2020, au mois d'avril 2020, nous avons introduit, nous les députés de l'opposition, un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour que celle-ci déclare inconstitutionnelle la loi qui avait été adoptée par le Parlement à ce moment-là sur l'état d'urgence sanitaire. Cet état d'urgence sanitaire s'appuyait sur des dispositions de la Constitution qui portent sur l'état d'urgence tout court. Oui. Et nous avons contesté cela en disant que l'état d'urgence tout court est encadré par des dispositions de la Constitution. Il n'y a que le président de la République qui peut déclarer l'état d'urgence. Or là, c'était le ministère de la Santé, le gouvernement, qui déclarait l'état d'urgence soi-disant sanitaire. Nous avons contesté cela et nous avons déposé un recours à la Cour constitutionnelle. Assurément, il n'a pas eu gain. Non, il n'a pas prospéré parce que en matière de constitutionnalité de loi, de contrôle de la constitutionnalité des lois, il faut introduire le recours avant la promulgation de la loi. Or, ce qui s'est passé à cette époque, c'est que la loi a été promulguée le jour où elle a été adoptée. Bon, ce qui est quand même curieux, et c'est pour ça que nous avons été déboutés par la Cour constitutionnelle. Mais elle a assorti sa décision par un certain nombre de recommandations et d'observations qui ont fait que le gouvernement a dû changer la formule pour adopter maintenant l'état d'urgence sanitaire. Sous sa forme actuelle, en se fondant sur un dispositif constitutionnel différent de l'état d'urgence tout court. Alors, dans le fond, quelle était la valeur de la sortie hier des parlementaires de l'opposition? Non, la valeur, c'est, je pense que l'écho que nous avons obtenu avec cette action montre que il est nécessaire de sortir de l'Assemblée pour nous exprimer à l'extérieur, puisque cela n'est pas possible au sein de l'Assemblée et du Sénat, enfin du Parlement. Et donc, hier, nous sommes allés à l'extérieur de l'Assemblée nous exprimer, et je pense qu'il y a cette déclaration que nous avons faite a eu un retentissement très important. De quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que les lois, pour être applicables, doivent être ratifiées par le Parlement. Enfin, les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement, ce qui s'est fait au mois de novembre.
Vous savez que dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, l'état d'urgence est valable 45 jours. Oui. Et tous les 45 jours, le gouvernement doit venir obtenir l'autorisation du Parlement pour proroger ces 45 jours. Il se trouve que la dernière prorogation s'est faite et ensuite nous sommes allés en intercession. Donc le président de la République est autorisé à légiférer par ordonnance pendant la période d'intercession. Et donc au mois d'août, le président de la République a pris une ordonnance qui prorogeait les mesures de 45 jours. Et en octobre ou en novembre, le gouvernement est venu obtenir la ratification de cette ordonnance parce que c'est une obligation. Si l'ordonnance n'est pas ratifiée, elle est caduque. Bon, donc ils sont venus obtenir cette ratification. Nous avons voté une loi de ratification que nous avons votée en ce qui concerne l'Assemblée nationale le 25 novembre. Et le président de la République a 25 jours pour pouvoir promulguer cette loi de ratification qui valide en quelque sorte la prorogation de l'état d'urgence. Bon, il y a 25 jours à partir du moment où le gouvernement reçoit cette validation de l'Assemblée. Non, cette validation de l'Assemblée. Bon, hier, nous étions le 25 janvier. Ça fait plus de 60 jours que cette loi a été ratifiée, mais elle n'est promulguée nulle part, puisqu'elle doit être promulguée puis publiée. Elle est promulguée par un décret du président de la République. Ce décret doit être publié au journal officiel. Et nous avons été vérifiés au journal officiel. Il n'y a aucune trace ni de la loi de ratification, ni du décret de promulgation du président de la République. Et donc, nous avons interrogé le ministre de la Santé hier, qui était à l'Assemblée, qui nous a donné une réponse dilatoire en nous disant que le gouvernement nous répondra par une lettre du Premier ministre. Et nous avons considéré que cela était insuffisant comme réponse. Nous avons donc élaboré une requête pour saisir le Conseil d'État, pour demander au Conseil d'État de constater l'inexistence juridique de ce décret de promulgation de la loi. Et dans la mesure où il n'y a pas de fondement juridique, parce que ce qui sous-tend les mesures restrictives appliquées actuellement, c'est la loi. Bon, si cette loi n'est pas promulguée par le président, ça veut dire qu'elle n'a aucune valeur. Et donc, s'il n'y a pas de valeur, il n'y a plus de base juridique aux règles qui s'imposent et qui sont appliquées actuellement. Pourquoi avoir attendu 60 jours pour le faire? Non, nous avons attendu 60 jours pour pouvoir vérifier. Du moins plus de 60 jours. Oui, non, parce qu'il fallait vérifier, il fallait faire des vérifications. Il ne faut pas faire des déclarations intempestives sans avoir vérifié. Et nous avons donc pris le soin de vérifier, de chercher, de regarder, de nous assurer que rien n'avait été fait. Et effectivement, dès lors que nous avons eu la conviction que rien n'a été fait, nous avons donc considéré que nous étions en droit de saisir le Conseil d'État et de nous exprimer comme nous l'avons fait hier. Qu'est-ce que vous attendez clairement du Conseil d'État? Nous attendons que le Conseil d'État constate, comme nous, que le décret n'a pas été publié, le décret de promulgation n'a pas été publié et que la loi n'a pas été promulguée par le président dans les délais. Dans ce cas, cette loi n'est pas valable. Et donc, les mesures appliquées actuellement doivent être levées. C'est ce que nous attendons. Vous pensez que le fait d'avoir déposé le recours pourra permettre la suspension? Non, ce n'est pas une suspension, c'est une annulation. Si vous appliquez sur une base illégale des dispositions, on ne lève pas, on annule simplement ces mesures. Est-ce que le Conseil d'État a compétence sur le sujet? Il nous semble que oui. Nous avons consulté quelques conseils qui nous ont dit que c'est plutôt auprès du Conseil d'État que nous devons nous adresser plutôt que de la Cour constitutionnelle. Parce qu'il ne s'agit pas ici du contrôle de la constitutionnalité d'une loi, mais de la prise par le gouvernement, par l'exécutif, d'un acte administratif qui fait défaut. Alors, ce qui ressort aussi, c'est que de cette sortie, quoique appréciable et appréciée diversement par les populations, il y a aussi que les populations reprocheraient à l'opposition parfois de ne pas faire montre de transparence, par exemple dans ce qui s'est agi du rapport d'enquête sur la gestion de cette lutte contre le coronavirus dans notre pays. Pourquoi les députés de l'opposition ne se sont pas exprimés sur le sujet? Nous nous sommes exprimés, sauf que peut-être que notre expression n'a pas été entendue et largement relayée. C'est nous qui avons demandé ce rapport d'enquête. C'est le groupe des démocrates à l'Assemblée nationale qui a demandé ce rapport d'enquête. L'enquête a été menée, mais l'Assemblée nationale a des règles de fonctionnement.
Et donc, une fois que l'enquête est demandée par un groupe, ce n'est plus l'enquête de ce groupe, c'est l'enquête de l'Assemblée. Et il y a des règles qui font que l'enquête doit être présentée au bureau de l'Assemblée qui prend les décisions. Bon, la décision a été prise de présenter à la plénière de l'Assemblée la nécessité de voter pour la publication de ce rapport ou non. Nous sommes 16. Et vous comprenez qu'à 16, nous n'avons pas le poids nécessaire pour pouvoir imposer une décision à l'Assemblée. Est-ce que votre action ne rentre pas aussi dans la logique de soutenir l'action qui a été menée par le COPIL citoyen? Alors, vous me donnez l'occasion de dire que nous ne sommes pas en compétition avec le COPIL citoyen. Moi, j'ai lu des choses incroyables. Que maintenant nous sortons du bois parce que le COPIL citoyen a fait ça, a fait ça. Nous ne sommes pas en compétition avec eux. Nous faisons notre travail. S'il se trouve que ce que nous faisons est complémentaire au COPIL citoyen, c'est tant mieux. Puisque tous nous cherchons la mise en œuvre de l'état de droit au Gabon. C'est ce qu'ils demandent et c'est ce que nous demandons. Donc nous n'avons pas de compétition et nous n'agissons pas pour pouvoir prendre le pas sur celui-ci ou sur celui-là. Ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt des populations. S'il se trouve que d'autres font la même chose, mais c'est tant mieux. Est-ce que vous êtes convaincu de la bonne marche de votre initiative? Est-ce que ce n'est pas une opération de charme? Non, pas du tout. Nous faisons des choses. Une opération de communication, comme on dit souvent. Nous faisons des choses qui ne sont peut-être pas très bien connues. Je vous rappelle que s'agissant de la dépénalisation de l'homosexualité, lorsque la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité est arrivée à l'Assemblée nationale, ce sont les députés de l'opposition qui ont fait observer que dans la présentation du Premier ministre de l'époque, il n'y avait pas la dépénalisation. Ils avaient supprimé un tiret du Code pénal qui supprimait de fait la pénalisation de l'homosexualité. C'est nous qui avons relevé ça et nous avons donc eu un débat sur ce sujet au sein de l'Assemblée. Et nous avons voté contre. Tout le monde sait que nous avons voté contre cela. Ça n'a pas empêché le gouvernement d'introduire dans le code pénal les dispositions qui supprimaient la pénalisation de l'homosexualité. Ce n'est pas très bien connu à l'extérieur, mais ceux qui suivent les travaux à l'Assemblée le savent. Ensuite, lorsqu'il s'est agi de modifier la Constitution, nous nous sommes également élevés. Nous avons voté contre la modification de la Constitution et nous avons même manifesté à l'extérieur de l'Assemblée. Bon, les gens ont oublié tout ça. Ils pensent que nous sortons du bois maintenant par opportunisme, parce que nous sommes des profitos situationnistes, mais ce n'est pas vrai. Nous faisons notre travail tous les jours. Il se trouve malheureusement peut-être que nous ne communiquons pas assez ou nous communiquons mal, mais nous faisons un travail d'ailleurs que nos amis de la majorité prennent en considération. Ils savent qu'ils ont intérêt de faire attention puisque nous surveillons ce qu'ils font et si nous ne sommes pas d'accord, nous nous exprimons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous n'avons jamais voté la confiance au gouvernement. Nous n'avons jamais voté. Et tous les gouvernements qui se sont succédés depuis le Premier ministre Julien Courbet-Kallet, nous avons voté contre et nous nous sommes exprimés, y compris lors des congrès du Parlement. Nous sommes exprimés. Bon, cela n'est pas toujours relayé. À un moment, on a fait attention à l'honorable Akouré Davin, effectivement, puisque la là, question de la route. Voilà, c'était possible parce qu'il y avait une couverture en direct des travaux de l'Assemblée. C'est pour ça que les gens ont fait attention à ce qu'il avait dit à ce moment-là et se sont félicités de la prise de position qu'il a eue à ce moment. Mais depuis lors, vous savez que les travaux ne sont plus diffusés en direct. Et donc, beaucoup de gens ne savent pas ce que nous faisons. Allez-y, monsieur. Non, je vous rassure, nous ne sommes pas du tout des opportunistes. Nous faisons notre travail, nous essayons de bien le faire dans l'intérêt des populations et nous considérons que même si nous ne sommes pas nombreux à l'Assemblée et au Sénat, nous jouons notre rôle de contrepoids de la majorité. Vous avez saisi le Conseil d'État. Avez-vous reçu accusé de réception? Oui, nous avons un accusé de réception, bien sûr. Dès que vous déposez une requête, on vous donne immédiatement un accusé de réception. Et sous combien de temps on peut attendre une réponse du Conseil d'État? Bon, le problème, c'est que les procédures ne sont pas aussi précises qu'on le souhaiterait. Nous avons utilisé un référé, qui est un mode de requête qui permet de traduire l'urgence de la situation. Et nous espérons que par la voie du référé, le Conseil d'État se prononcera très rapidement.
Marcelin. Oui, la dernière question qu'on peut poser aujourd'hui, c'est un peu dans la mouvance des partis politiques aujourd'hui. Est-ce que le RPM est en voie d'être rassuré avec, surtout quand on voit qu'il y a plusieurs départs aujourd'hui des militants dans certaines circonscriptions, est-ce qu'il y a la sérénité? Oui, nous sommes sereins. Mais comment vous pouvez dire vous êtes serein? Vous avez des militants qui Nous sommes partent. sereins. Combien? Ils sont combien? Vous êtes Ils sont un seul. Ils sont combien? Mais un seul homme perdu dans le Oui, contexte politique qui est le nôtre, c'est oui, quand même oui. une Mais puissance. parfois, que il vous vaut perdez. mieux être peu nombreux et avoir une équipe solidaire qui partage la même ligne politique plutôt que d'avoir une pléthore de militants qui ne sont pas des gens déterminés, convaincus et qui ne sont pas sur la ligne politique du parti. Donc nous sommes sereins, nous considérons que c'est un épiphénomène. C'est le débauchage qui est fait à la veille de chaque élection majeure. Mais nous aussi, nous recevons des gens qui adhèrent dans le même temps dans notre parti et qui partagent notre ligne. Et de façon, je crois, fondamentale, les Gabonais sont convaincus qu'il faut une alternative à la politique actuelle. C'est ça qui est important. Et cette aspiration, nous la portons. Nous la portons en développant un projet qui est un projet alternatif au projet qui est mis en œuvre par le Parti démocratique. Vous allez porter cette alternative jusqu'au présidentiel? Ah, bien sûr. Nous avons vocation à compétir à toutes les élections, qu'elles soient locales ou présidentielles. C'est la vocation de notre parti. En solitaire ou en groupe? Bon, ça on verra. C'est une question de... Parce que quand Jean Ping est votre président, c'est plus trop... Non, qui vous a dit ça? Non, Qui vous a dit on ça? écoute ses sorties Ouais, souvent. mais non, les rapports... Vous ne vous en éloignez pas? Non, les rapports entre M. Ping et M. Barreau-Chambrier sont des rapports qui sont cordiaux. Mais chacun de nous a sa ligne. Chacun de nous formule, disons... sa vision politique. Nous pouvons être d'accord sur l'essentiel, mais nous pouvons aussi avoir des différences sur les détails. D'ailleurs, le diable se trouve dans les détails. Très bien. Merci. Merci, honorable Ngulongana, Jean-Robert, qui est avec nous, qui est député du RPM et qui répond à nos questions. On vous souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci infiniment. Urban FM 104.5.